Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la plus célèbre espionne du XXe siècle. Le 15 octobre 1917, elle est exécutée par les zouaves du peloton du fort de Vincennes. L'ancienne danseuse et courtisane d'origine hollandaise est accusée d'avoir trahi la France, son pays d'adoption. N'est-elle pas plutôt la victime expiatoire d'une implacable raison d'État ? Vous voulez découvrir la raison de son assassinat? Venez avec moi. À l'orée d'une vie frappée par le malheur, Mata Hari possède déjà une personnalité hors du commun. Celle qui est née Margaretha Zelle en 1876 dans le nord des Pays-Bas se différencie dès l'enfance par son aura, son caractère effronté et son don pour les langues. Elle comprend très jeune que la meilleure façon d'obtenir ce qu'elle veut consiste à plaire aux hommes, à commencer par son père adoré qui la gâte et la comble de cadeaux, très coûteux. C'est une enfant orchidée, comme l'appelait l'un de ses camarades de classe, une petite fille délicate et brune qui se distingue de ses camarades au teint pâle et aux cheveux blonds. Cette enfance heureuse s'achève lors du départ de son père avec une autre femme en 1889, suivie du décès de sa mère en 1891. Enfant choyée, à la sexualité précoce, elle étudie à 14 ans et devient surveillante dans une école. Mais elle est licenciée 2 ans plus tard pour avoir séduit le directeur de l'école, un homme marié âgé de 51 ans. Elle part alors vivre chez son parrain à La Haye, une ville où se retrouvent les officiers des colonies rentrant de leur affection aux Indes orientales néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Tandis qu'un officier donne lecture du jugement, la danseuse qui a refusé de se laisser bander les yeux se place d'elle-même contre le poteau. Le peloton d'exécution est à 10 mètres d'elle. L'officier commandant lève son sabre, un bruit sec, suivi d'un coup de grâce. Elle s'écroule, tête en avant, masse inerte, qui dégoutte de sang. Ce récit aux accents tragiques de la mort de Mata Hari est signé Léon Bizarre, dans les souvenirs d'un médecin de la préfecture de Paris et des prisons de Paris 1914-1918, paru en 1925. Bizarre a été témoin des derniers 8 mois de Margaretha Zelle, le vrai nom de Mata Hari, à qui il a rendu quotidiennement visite en cellule. Le voyage qui s'est terminé avec l'exécution du 15 octobre 1917 au fort de Vincennes a commencé 12 ans plus tôt à Paris. Émile Guimet, un industriel lyonnais passionné par l'Asie, vient d'inaugurer son musée, place Iéna, dans le très chic 16e arrondissement. En cette soirée de printemps 1905, il a convié le tout Paris à un ballet exotique. Sous la rotonde du musée aménagé en temps plein d'août, le spectacle inspiré des danses indonésiennes envoûte l'assistance. Interprétée par une certaine Lady McClock, sublime de lascivité, la fille du dieu Shankar, tournoie dans une danse sans fin. Elle est enveloppée de voiles rouges nacrés qui tombent les uns après les autres, la laissant quasi nue, si ce n'est son cache-sein en métal et son juste au corps de couleur chair. Rien pour déplaire au parterre masculin, ministres, hommes d'affaires et officiers militaires devant qui elle se produit. De cet événement, qui frappe durablement les esprits fétifs de la belle époque, Lady MacLeod gagne vraisemblablement grâce à son mentor Émile Guimet le nom de Mata Hari. En langue malaise, cela signifie l'œil du jour, le soleil. Mais qui est cette ensorceleuse qui vient de mettre Paris à ses pieds ? Elle écrit elle-même sa légende. Elle se présente en déclinant l'identité d'une princesse javanaise. La réalité n'est ni exotique ni aristocratique. Lady MacLeod est Margaretha Gertruda Zelle, dite Gritche. Elle a vu le jour en 1876 dans la capitale frisonne où ses parents tenaient une boutique de chapeaux, cannes et bonnetteries. Ayant perdu très tôt sa mère, Mata Hari est confiée au bon soin d'un oncle qui la place dans un internat. Un poste d'observation idéal pour approcher la jante masculine et apprendre comment faire tourner les têtes des messieurs. Car la belle possède à tour et à tout. Elle offre des formes sensuelles et généreuses. Son teint mat et ses grands yeux noirs lui confèrent un charme oriental très en vogue. Côté psychologie, elle développe une aptitude au mensonge qui lorgne vers la mythomanie. Si elle aime séduire, elle sait aussi choisir ses cibles. À l'orée de ses 18 ans, elle est en quête d'un mari qui la sortira de sa condition.
Par le biais d'une annonce matrimoniale, elle convole bientôt avec Rudolf MacLeod, un officier de la marine néerlandaise de 19 ans, son aîné. Elle séjourne à Java, en Indonésie, où le capitaine est envoyé en mission et donne naissance à 2 enfants, un garçon qui meurt en bas âge et une fille dont elle perd la garde. Mais le mariage se révèle très vite un fiasco. Après la séparation, Mata Hari débarque en 1903 à Paris. Elle devient danseuse et sa prestation remarquée au musée Guimet la propulse sur le devant des grandes scènes d'Europe. Inspirée par le tourbillon de la Belle Époque, la nouvelle Mata Hari mène une carrière de courtisane. Sa vie est une fête où le champagne fait pétiller ses jours et ses nuits. Mais un orage d'acier gronde. En août 1914, la fête est finie. L'Europe s'embrase. Mata Hari est à Berlin. En 1916, elle est de retour à Paris et s'installe à l'hôtel. Tout en traçant son chemin de demi-mondaine, elle s'entiche d'un jeune russe, Vadim Maslov, lequel, mobilisé, part au front où il est blessé. À peine est-il rapatrié à l'hôpital de Vittel dans les Vosges que l'amoureuse n'y tient plus. Il lui faut, coûte que coûte, rejoindre son beau militaire, traverser un pays qui est à feu et à sang, ne s'improvise pas. Autorisation de l'état-major et sauf-conduit sont obligatoires. Impuissante à trouver une solution auprès de ses relations, Mata Hari emploie les grands moyens. Ce sera le service de renseignement de l'armée. Comme elle a fréquenté le ministre de la guerre, Alexandre Millerand, elle se présente au 2e bureau que dirige le colonel Charles-Joseph Dupont. Le capitaine Georges Ladoux la reçoit. Que s'est-il passé dans les huis clos de l'office? Ladoux a-t-il proposé une mission secrète à Mata Hari? Ou plus vraisemblablement, est-ce qu'elle a négocié la chose? Toujours est-il que l'on évoque la somme d'1 million de francs en jeu d'un apport de renseignement de première importance. Emportée par sa passion pour Maslov, Mata Hari n'imagine pas qu'un piège vient de se refermer sur elle. Au 2e bureau, Ladoux lui apprend qu'elle est soupçonnée d'espionnage pour le compte du général allemand Otto von Below et qu'elle doit s'enfuir. Mais l'ex-danseuse aime la France, un pays qu'elle ne peut et ne veut quitter. Ladoux lui propose alors de travailler pour lui. Après un périple rocambolesque à travers l'Europe, Mata Hari fait halte à Madrid. Là, elle obtient d'un dignitaire du Reich l'information selon laquelle des officiers allemands vont débarquer au Maroc. Ladoux tente d'évaluer la pertinence de ces renseignements quand un message crypté adressé à l'état-major berlinois est intercepté, daté du 28 décembre 1916. Il est accablant. H21 arrivera demain à Paris. Elle demande qu'on lui envoie tout de suite par télégramme, par l'intermédiaire de sa domestique Anna Ligens, 5000 francs au comptoir d'Escons de Paris pour être remis au consul. L'agent H21 est identifié comme étant la célèbre Mata Hari. Elle ne se doute de rien, tandis que les Allemands, persuadés qu'elle œuvre pour les Français, qui l'ont déjà condamnée, l'espionne se présentant une nouvelle fois devant Ladoux. L'accueil hostile qui lui réserve lui fait sentir le danger. Quelques jours plus tard, le 13 février 1917, le commissaire de la sûreté, Priolet, se présente à son hôtel avec un mandat d'arrêt. La fille, Zéle Marguerite, dit Mata Hari, habitant au Plaza Palace, hôtel de religion protestante, née en Hollande le 7 août 1876, taille 1m75, sachant lire et écrire, est prévenue d'espionnage et de complicité d'intelligence avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises. Dans une ultime provocation, la belle les reçoit en tenue d'Ève. Lors de l'instruction, elle avoue travailler pour les Allemands. Depuis le mois de mai 1916, son procès débute le 24 juillet 1917. Bien que rien ne prouve qu'elle ait fourni un seul renseignement secret à l'ennemi, elle est condamnée à mort. Elle tombe sous la mitraille du peloton d'exécution le 15 octobre 1917. Elle avait 41 ans. En 1937, Elsbeck Schergmüller publie ses mémoires connues sous le nom de Fraulein Doktor. Elle a dirigé le centre d'espionnage allemand à Anvers, en Belgique. À propos de Mata Hari, elle affirme « Pas une des nouvelles qu'elle a envoyées n'était utilisable, et ces informations n'ont eu pour nous aucun intérêt poétique et militaire. » Alain Descaux, à l'heure d'interroger le procureur Mornay, qui au tribunal a porté l'accusation contre cette présumée espionne, l'historien rapporte qu'on n'avait finalement pas grand-chose à lui reprocher, mais dans un contexte poétique si sensible, la raison d'État ne pouvait que l'emporter.
Comme on l'a vu, Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Gertrude Zelle, d'origine néerlandaise, devient une vedette en 1905. À l'époque, la mode est à l'orientalisme. On imagine la guerre secrète menée par cette femme fatale. Pourtant, Mata Hari fut victime d'un jeu trop grand pour elle. Français et Allemands l'ont manipulée. Elle en est morte fusillée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.